Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup déjà pour l'invitation à cette journée. Moi, c'est les lacs Sentinelles. Ça fait longtemps que j'en ai entendu parler. Ça fait longtemps que je voulais un peu en savoir plus. Donc, moi, je suis doctorant à l'EAVAG. C'est un centre de recherche en Suisse, à Lucerne. Donc, c'est pas à côté, mais par contre, j'ai grandi dans les Alpes françaises, donc je connais pas mal de ces lacs-là. C'est pour ça aussi que ça m'intéresse beaucoup de les étudier de plus près. Et j'ai participé au hackathon organisé par Marie Perga, dont on a parlé déjà avant. Et là, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est des résultats en ce qui concerne le calcul de forçage atmosphérique sur les lacs. Et donc, il y a beaucoup de liens avec les présentations qu'on vient d'entendre, particulièrement celle de Yann juste avant. Alors, le forçage atmosphérique, donc par forçage atmosphérique, on veut dire les échanges physiques entre le lac et l'atmosphère. Donc, par échange physique, je me réfère aux échanges de chaleur. Donc, évidemment, le lac peut perdre de la chaleur ou en gagner par le biais de cette surface qui est l'interface entre l'atmosphère et l'eau. Et puis aussi des échanges qui sont plus dynamiques d'énergie cinétique. Donc, c'est par exemple l'effet du vent. Et donc, pourquoi, en fait, ça peut être intéressant de regarder ça de plus près. Alors, moi, je vois deux raisons. La première raison, c'est que ce forçage atmosphérique va modifier la quantité de chaleur dans le lac. Donc, comme on l'a vu avant dans les présentations précédentes, on va créer une stratification et on va modifier la température, en fait, du lac. Donc là, les changements qu'on va regarder, ça va être des changements, ouais, j'ai mis long terme, c'est-à-dire au fil des saisons. La quantité de chaleur va évoluer, ou aussi entre les années, et par exemple l'effet du changement climatique, il intervient ici. Le deuxième effet de ce forçage atmosphérique, ça peut être, si on regarde une échelle beaucoup plus courte, de quelques jours, ça peut être l'effet sur la dynamique du lac, donc sur le mélange en fait de l'eau, qui peut être dû soit au vent directement, soit à la convection, c'est-à-dire au refroidissement de l'eau à la surface. Donc quand l'eau se refroidit, elle devient plus dense et ça va aussi créer du mélange. Donc ces deux aspects-là, c'est les aspects dont j'ai envie de vous parler maintenant. Et donc je vais revenir sur ces deux aspects à plusieurs moments de la présentation. Donc vous pouvez suivre quel aspect je parle avec les symboles ici, donc un thermomètre pour la quantité de chaleur et des flèches pour la dynamique. Alors la première question, c'est forçage atmosphérique, comment on le calcule en fait? Donc évidemment, comme vous en doutez, la première chose à voir, c'est des données météo qu'on peut avoir idéalement avec une station météo sur place ou, comme on l'a vu aussi avant, avec un modèle météorologique qui peut estimer ces paramètres météo. La deuxième chose dont on a besoin, c'est la température de l'eau. Donc celle-là, elle peut être mesurée par un capteur de température, comme c'est le cas pour tous les lacs Sentinelles. Et nous, ce dont on a besoin, c'est une température de l'eau proche de la surface. Et donc, à partir de ces données-là, on peut calculer les flux de chaleur entre le lac et l'atmosphère. Donc, il y en a plusieurs, et il faut les calculer un par un, en fait, pour faire le bilan énergétique pour le lac. Donc, il y a l'influence des radiations solaires, évidemment, hein, qui vont réchauffer l'eau. Il y a aussi les radiations à longueur d'onde longue. Donc là, il y a une perte de radiation à haute longueur d'onde et aussi un gain. Donc, c'est deux flux différents. Il y a aussi le flux de chaleur sensible. Donc, ça, c'est basé sur la différence de température entre l'eau et l'air. Et le flux de chaleur latente, c'est-à-dire évaporation ou condensation, qui va aussi modifier la chaleur dans le lac. Et donc là, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est une comparaison en fait entre le modèle et les valeurs mesurées par les stations météo. Donc je vais le faire pour plusieurs lacs. Et puis aussi essayer de comparer deux lacs du réseau Sentinelle, voir les différences qui peuvent y avoir. Et au final, conclure sur des exemples de changements qui peuvent être causés par ce forçage. Donc les lacs que j'ai étudiés, c'est le lac de la Muselle dans les Écrins, dont on a déjà entendu parler avec la présentation de Camille, et le lac d'Anterne en Haute-Savoie. Alors pourquoi ces deux lacs? C'est parce que ces deux lacs où on avait pas mal de données météo. Donc il y avait des stations météo qui ont été déployées pour ces deux lacs. Donc ici vous voyez la station météo au lac de la Muselle.
pendant 2 étés, 2014 et 2015, et ici la station météo pour le lac d'Anterne. Donc, on a des données météo in situ et on a aussi les données du modèle. Donc là, c'est le modèle Safran, c'est exactement les mêmes données que Pascal a utilisées. Donc, ce n'est pas Safran Crocus, je ne connaissais pas ce terme-là, mais donc c'est le Safran classique. Donc, il y a peut-être moyen d'avoir des meilleures données de modèle. D'ailleurs, ça m'intéresserait d'en discuter avec ceux qui s'y connaissent mieux que moi pour le modèle Safran. Donc la résolution du modèle, la résolution spatiale, c'est une grille de 8 km. Et les valeurs que j'ai utilisées, c'est des valeurs au pas de temps horaire. Puis pour finir, comme je l'ai dit, on a besoin d'une température proche de la surface. Alors ici, la température, elle a été mesurée à 2 mètres de profondeur. Donc on a un peu un écart par rapport à la surface, bien sûr, mais ça reste relativement proche comparé à la profondeur totale du lac. Et donc, j'aimerais commencer par comparer justement le modèle et les observations. Alors pour ça, là, c'est un exemple pour le lac de la Muselle en août 2015. Donc, j'espère que vous voyez ma souris, je ne suis pas sûr. Mais en noir, vous voyez les observations et en bleu, c'est les données du modèle Safran. Donc, le premier graphique, c'est pour la température de l'air, l'humidité relative dans le deuxième graphique et la vitesse du vent pour le troisième graphique. Donc, on voit évidemment qu'il y a des différences, ce n'est pas étonnant, le modèle ne peut pas reproduire parfaitement les données in situ. Mais ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'on voit par exemple pour la température de l'air et l'humidité relative, ce sont surtout les extrêmes qui sont mal reproduits. Si on fait une moyenne journalière, on se rend compte qu'on sera assez proche des valeurs mesurées. Et donc ça, je crois, je pense qu'il y en a parmi vous qui ont plus de connaissances par rapport au modèle Safran, mais je crois que ça vient de l'interpolation qui est faite par le modèle Safran, qui utilise des valeurs en fait toutes les 6 heures à la base, qui sont après interpolées toutes les heures. Si on regarde le vent, on voit que pour le lac de la Muselle, on a une sous-estimation la plupart du temps du vent. Donc on loupe comme ça des pics de vent. Et si on calcule du coup l'erreur quadratique, on va dire moyenne pour ces différents paramètres, on voit qu'elle peut être assez élevée. Mais encore une fois, ça, c'est une erreur quadratique, donc ça ne prend pas le fait que de temps en temps, cette différence peut être positive et de temps en temps négative. Donc, si on fait une moyenne, en fait, on va avoir une erreur beaucoup plus faible que celle qui est indiquée là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au flux de chaleur? Donc là, vous avez le même graphique, cette fois-ci, en regardant le flux de chaleur à la surface du lac. Et vous voyez qu'on peut obtenir des différences de l'ordre de 30 watts par mètre carré. 30 watts par mètre carré, c'est assez significatif. Vous pouvez voir que c'est de l'ordre de 30% du flux de chaleur. Et si on avait une différence constante de 30 watts par mètre carré, une petite ordre d'idée, au bout d'un an, le lac de la Muselle serait 11 degrés plus chaud que si on n'avait pas de différence. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette différence, comme je l'ai dit, elle est des fois positive, des fois négative. Donc, en moyenne, ça va s'annuler, en fait. Et on va voir que si on fait des moyennes, on va être assez proche des mesures. Donc, c'est ce que j'aimerais vous montrer maintenant en regardant la réponse thermique du lac. Alors là, on va regarder, vous avez en abscisse la température de l'eau pour le lac de la Muselle et en ordonnée la température de l'air. Donc c'est intéressant de voir comment le lac répond à cette température de l'air parce qu'on sait que cette température de l'air va notamment évoluer dans le futur. Donc c'est important de caractériser cette réponse à la température de l'air. Donc là, vous voyez pour le lac de la Muselle, ce graphique, donc ça c'est pour l'été 2015, donc en vert on est en juin et en violet on est en octobre. Et donc on voit qu'on obtient une sorte de cycle qui est bien caractéristique des lacs en général, avec une première période où on a un réchauffement du lac et une température de l'eau qui est plus faible que la température de l'air. Et après une deuxième période où on a un refroidissement avec une température de l'eau maintenant qui est plus chaude que la température de l'air. Donc ça, c'est avec les observations. Maintenant, si on regarde, on fait exactement la même chose, mais avec le modèle, eh ben, on se rend compte que finalement, c'est assez similaire. Donc si on prend des valeurs moyennées chaque jour, ce qui est le cas ici, un point, c'est une moyenne journalière, eh bien, on obtient des résultats assez similaires avec le modèle. Maintenant, si on veut regarder la dynamique du lac, donc pour ça, j'aimerais comparer le vent et la convection, qui sont les deux facteurs qui créent du mélange dans le lac. Alors ici en abscisse, vous avez en fait le changement d'énergie potentielle dans le lac dû à la convection, donc dû à ces flux de chaleur quand ils refroidissent le lac. Et en ordonnée, vous avez ce changement d'énergie dû au vent.
Alors, qu'est-ce que ce graphique veut dire? En fait, si vous êtes ici, vous avez des événements de vent très importants. Donc, le vent prend le dessus sur la convection. À l'inverse, si vous êtes par ici, c'est la convection qui domine. Si vous êtes dans cet angle-là, il y a très peu de vent, très peu de convection, donc c'est peu dynamique. Si vous êtes ici, il y a beaucoup de vent et beaucoup de convection, donc c'est très dynamique. Alors, si on regarde pour le lac de la Muselle encore, pareil, l'été 2015, cette fois-ci, c'est des valeurs horaires que je regarde. Vous voyez qu'on est souvent de ce côté-là de la ligne 1,1. Ça veut dire que la plupart du temps, la convection l'emporte sur le vent. Mais il y a certains événements, évidemment, de vent assez forts qui peuvent créer un mélange dans le lac. Maintenant, si on regarde ça avec le modèle, là, on voit qu'on obtient une différence, bien sûr, puisqu'on regarde des valeurs de périodes de temps très courtes. Et on a vu que le vent était mal reproduit par le modèle. Donc, on voit qu'on loupe en fait plusieurs événements qu'on avait ici avec du vent assez fort qu'on ne reproduit pas avec le modèle. Alors du coup, la question, ça a été déjà mentionné par Yann avant, c'est comment on veut faire avec ça? Si on veut regarder ces événements de dynamique, ça veut dire qu'on a besoin d'une station météo sur tous les lacs en permanence qui mesure tout le temps. Donc on imagine que c'est compliqué à mettre en place. Et en fait, on va voir maintenant que ce n'est pas nécessaire en fait d'avoir une station météo en permanence, il suffit de l'avoir pendant une période donnée. Et après, on est capable de corriger en fait le modèle au lac en fait qu'on veut étudier. Alors pour le corriger, il y a une approche, en anglais c'est Neural Network Fitting, donc c'est utiliser un réseau de neurones artificiels. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est une approche de machine learning, comme on dit en anglais. Donc c'est un algorithme en fait qu'on va entraîner en mettant les données du modèle et les données mesurées durant une période donnée. On va entraîner le modèle en fait à trouver des liens entre les données safran et les données mesurées. Et une fois qu'il aura trouvé ces liens, il sera capable d'estimer en fait ces données mesurées à partir juste des données du modèle en entrée. Donc ici, ce que vous voyez, c'est la comparaison entre observation et modèle safran pour la température de l'air, l'humidité relative et la vitesse du vent. Donc vous avez les mesures observées en abscisse et les mesures du modèle en ordonnée. Et donc on voit que autant la température de l'air, on est assez proche d'une ligne 1,1, ça devient moins bon pour l'humidité relative et pour le vent, évidemment, on n'a pas une très bonne relation entre les deux. Alors maintenant, si on utilise un de ces algorithmes, voilà ce qu'on obtient en sortie de l'algorithme. Donc, toujours en abscisse, vous avez les observations. Et maintenant, en ordonnée, vous avez ce qui est estimé par cet algorithme, par ce réseau de neurones. Et on voit qu'on obtient une estimation bien meilleure qu'avec le modèle. Donc là, on est beaucoup plus proche de la ligne 1,1 entre les variables. Toujours le vent, malheureusement, est difficile à estimer, mais on gagne déjà, vous voyez, le coefficient de détermination augmente. Donc, c'est déjà une amélioration par rapport à utiliser les valeurs du modèle seulement. Et on peut regarder ça sur la même série temporelle que je vous ai présentée avant. Maintenant, j'ai ajouté la courbe rouge, qui est la courbe qui est estimée par ce système, cet algorithme. Et on voit qu'on est beaucoup plus proche maintenant de ce qui est observé en noir. Particulièrement pour le vent, on voit qu'on reproduit la plupart de ces événements, de ces pics de vent. Donc ça, c'est un bon moyen justement de corriger le modèle si on a une période où on a modèle et observation en même temps. Donc maintenant, j'aimerais rapidement présenter des différences qu'on peut avoir entre les lacs. Donc c'est là que j'ai regardé un peu le lac de la Muselle et le lac d'Anterne sur une année. Donc j'ai choisi l'année 2015. Et donc là, j'ai utilisé justement ce système de neurones parce qu'on n'avait pas des données météo sur toute l'année. Donc j'ai dû l'utiliser pour reproduire l'année en entier. Et donc on voit là, on retrouve les graphiques que je vous ai présentés avant, température de l'air, température de l'eau. Et on voit bien le cycle annuel pour les deux lacs, qui est assez similaire. Hein. C'est ces deux lacs sont à la même altitude, ont plus ou moins la même surface. Donc on s'attend à avoir pas mal de points communs. Et donc, ce qu'on observe bien, c'est aussi cette période de l'année, qui est l'hiver, où la température de l'eau descend en dessous de 4 degrés, où là, on n'a plus une réponse linéaire, évidemment, par rapport à la température de l'air, puisque c'est là qu'on va avoir une couche de glace à la surface, et on va être dans le cas que Camille a étudié pour l'oxygène. Alors maintenant, si on regarde ces lacs-là, qu'est-ce qu'ils ont de différent en fait par rapport à un lac de plaine? Donc pour ça, là j'ai pris l'exemple d'un lac en Suisse qu'on étudie,
qui est à 400 mètres d'altitude, et ben on voit que la différence principale, évidemment, c'est que celui-là, il va être monomictique, donc il va se mélanger qu'une fois par an, parce qu'il ne va jamais atteindre cette limite des 4 degrés pour la température de l'eau. Et on voit aussi que la plage de température de l'eau et de température de l'air est aussi beaucoup plus importante que pour les lacs d'altitude. Donc ça, c'était pour la réponse thermique. Maintenant, si on regarde à nouveau la dynamique entre convection et vent, si on regarde Musel et Anterne, une fois de plus, c'est assez similaire. On voit quand même que le lac d'Anterne semble être plus affecté par le vent, donc les valeurs que vous voyez sur l'axe des ordonnées sont souvent plus élevées que pour le lac de la Muselle, mais c'est globalement assez similaire. Maintenant, si on regarde cet autre lac, Rodzé, qui est très protégé du vent, on voit qu'on a des valeurs beaucoup plus dans cet angle-là de la figure ici, c'est-à-dire beaucoup plus dominées par la convection que par le vent. Donc on voit que évidemment, selon les lacs, selon l'endroit où ils se trouvent, ils vont avoir des réponses très différentes du point de vue de la dynamique. Et donc là, j'aimerais juste, pour finir, en fait, donner quelques exemples de cas particuliers sur l'effet du forçage atmosphérique sur le lac. Donc pour la dynamique, on va regarder un effet quand on se trouve ici, c'est-à-dire quand le vent est important, et un autre effet quand on se trouve ici, donc quand la convection est importante. Donc pour un exemple, là, vous avez des données qui ont été collectées dans le lac de la Muselle. Ça a été publié par Marie Perga. Et c'est juste pour montrer que durant l'été, vous pouvez avoir comme ça des événements où vous observez des pics de vent, aussi souvent associés à des pics de précipitation, qui vont directement impacter le lac, donc qui vont créer un mélange direct, ou aussi parfois des pics de turbidité. Donc on voit que ces événements-là, à échelle de pas très courte, peuvent vraiment créer une modification de la dynamique et de la structure thermique du lac. Maintenant, juste un autre exemple qui là traite du cas de la convection maintenant. Ça, c'est justement ce qu'on a observé dans ce lac de Rodzé, donc qui n'est pas en altitude, mais qui est très protégé du vent. Et c'est quelque chose qu'on s'attend à retrouver dans les lacs d'altitude, même si ça n'a jamais été mesuré. Et je serais bien intéressé à en savoir plus pour les lacs d'altitude. En fait, c'est un processus qui se produit quand il fait très froid. C'est souvent le cas la nuit dans les lacs d'altitude et qu'il n'y a pas de vent. Donc, c'est vraiment le cas de la convection. En fait, la région qui est proche des rives du lac, elle est moins profonde et du coup, elle va se refroidir plus vite. Donc, vous obtenez comme ça un gradient de température avec l'eau qui est proche des rives, qui est plus froide que l'eau qui est au milieu du lac. Et comme elle est plus froide, elle est du coup plus dense. Et elle coule, en fait, elle crée un courant comme ça, que vous voyez ici en blanc, qui relie les rives du lac au milieu du lac. Et on s'intéresse à ce courant parce qu'on aimerait comprendre en fait s'il peut transporter des nutriments, des gaz ou n'importe quoi qui vient des rives du lac vers le milieu du lac. Et ça, c'est un processus qu'on s'attend à retrouver dans les lacs de montagne qui sont protégés du vent et qui sont soumis à des températures froides la nuit. Donc ça serait un processus intéressant à observer pour les lacs du réseau Sentinelle. Et puis pour finir, un autre exemple, cette fois-ci, pas sur la dynamique, mais sur le régime thermique. Donc là, on regarde plus le long terme. Et donc là, c'est par rapport au changement climatique. C'est un papier, une publication qui va sortir dans les prochaines semaines d'un collègue, où il a regardé, en fait, il a modélisé plein de lacs en Suisse avec un gradient d'altitude. Et il a utilisé le même modèle que Pascal a présenté, donc Simstrat. Et donc, ce que vous voyez là, en fait, c'est pour chaque graphique, c'est un flux de chaleur différent, donc que je vous ai présenté au début sur le schéma. Et on regarde en fait comment ces flux de chaleur vont évoluer dans le futur, donc sur 100 ans, pour ces différents lacs qui se trouvent à différentes altitudes. Et ce qu'on voit, c'est que, ah oui, alors chaque couleur, c'est un scénario différent. Donc le brun ici, c'est le scénario le plus pessimiste pour le changement climatique, donc avec les émissions de gaz à effet de serre les plus importantes. Et on voit que plus on est haut, plus on va en altitude, en fait, plus ces changements de flux de chaleur sont importants. Donc on se rend compte qu'ici, les lacs d'altitude vont être vraiment modifiés par le changement climatique. Et ça, en fait, on peut le voir en regardant la durée de la stratification. Donc là, vous avez les 29 lacs qui ont été modélisés.
Et le lac numéro 1, c'est le lac le plus bas. Le lac 29, c'est le lac le plus haut. Et on regarde le changement de durée de stratification durant l'été. Et donc, vous voyez ici que ce sont les lacs qui sont en altitude qui vont avoir des stratifications beaucoup plus longues, c'est-à-dire du coup que la stratification hivernale ou la période sous glace va être beaucoup plus courte. Donc, une fois encore, on voit que ces lacs-là vont être très perturbés par le changement climatique. Donc, pour finir, on a vu que le forçage atmosphérique, il affecte la réponse thermique ou le régime thermique du lac au long terme, et il affecte aussi la dynamique au court terme. On a vu que le modèle Safran, en fait, il peut bien marcher si on s'intéresse au long terme. Par contre, pour cette dynamique au court terme, ça va être compliqué. Mais on peut le corriger à condition d'avoir une station météo sur une certaine période. Donc, peut-être qu'une approche, ça serait d'avoir une station météo portable qu'on puisse mettre à chaque lac, en fait, un lac après l'autre, pour pouvoir corriger le modèle. Et puis, l'idée de la suite, c'est pouvoir comparer, en fait, répéter cette procédure pour les autres lacs du réseau, pour pouvoir les comparer et comparer aussi les années pour voir leur évolution. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés à accéder à ces données qui sont vraiment fantastiques et à organiser ce hackathon en février l'an dernier.